d'avoir tous les journalistes qui sont avec nous, toute la presse, les médias, parce que c'est à court terme que vous avez été invités ici. Mais si vous êtes là, c'est parce que vous témoignez de la personnalité que nous avons aujourd'hui, qui est assise là avec nous. Je ne la présente plus. Alors l'occasion, faisant certainement le larron, Abel Elimbi Lobé, le promoteur de Kautal, a été aux États-Unis pendant quelques semaines et il a été question que les deux articulations, n'est-ce pas, qui vont caractériser l'événement média d'aujourd'hui, que vous venez couvrir cet événement. Je suis assis ici avec Sandra Kouesedou, qui a été à pied d'œuvre pour organiser tout ce que vous voyez depuis l'aéroport jusqu'à maintenant. Je me réjouis également d'avoir les conseillers municipaux, les candidats aux législatives et les candidats aux municipales qui ont bien voulu honorer de leur auguste présence cette conférence de presse. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Alors il y a deux articulations et j'espère que je vais prendre deux questions par journaliste, pas plus. Elimbi Lobé va nous faire le bilan de sa tournée aux États-Unis et ensuite il va parler de la campagne Le littoral aux littoraliens, parce que je présume que vous avez tous vu ce slogan. Alors, Elimbi va vous dire quelques mots et ensuite nous allons commencer le Q&A. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais particulièrement remercier nos chefs traditionnels qui se sont joints aux candidats, aux futurs candidats qui se sont mobilisés, qui sont mes amis politiques, que j'envisage de soutenir à l'occasion des prochaines élections. Je voudrais profiter de ce moment pour remercier aussi la presse, que je n'attendais pas en si grand nombre, parce que j'entends dire que je suis controversé. Et donc, je ne croyais pas que la presse aime les gens controversés. Mais comme ce sont mes amis depuis toujours, je ne peux pas avoir un événement comme ça sans qu'ils viennent et on va boire un verre ensemble. Ce sont nos habitudes. Donc, je voudrais remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir ici donner à ce moment une solennité. Ce que vous êtes en train de faire ici, c'est de la politique. Vous n'êtes pas en train de faire autre chose. J'ai voulu que vous soyez là pour que votre présence envoie un message. Qu'il existe dans notre pays un ensemble de personnes qui constituent une communauté au sens anthropologique du terme, qui expriment des préoccupations. Malheureusement, depuis quelques années, nous avons pris l'habitude de ne pas écouter les préoccupations des communautés, notamment lorsqu'elles s'expriment. Si nous avons une crise aujourd'hui dans la partie nord-ouest et sud-ouest, la partie anglophone de notre pays, peut-être qu'on l'aurait évité si au moment où des signes de mécontentement s'exprimaient, on avait pris cela au sérieux et en considération. Il a fallu attendre qu'il y ait beaucoup de dégâts pour que sur le plan institutionnel, on se rende et on accepte qu'il y a un malaise. Je suis de ceux qui ont lutté pour que nos frères anglophones soient entendus dans des circonstances où ils n'occupaient aucun poste de souveraineté et tout le monde croyait que c'était normal, alors que ce n'était pas bon. À partir de 2017, nous avons pris le courage de parler de ces problèmes-là. Et en 2019, on a commencé à avoir un début de solution avec la formation d'un gouvernement
qui a vu arriver au ministère de l'administration territoriale, qui est un ministère de souveraineté, M. Atangandji, au ministère de l'éducation secondaire, Mme Nalova, et à bien d'autres postes. Ce n'est qu'un début. Il faut que cela continue parce que ses frères et sœurs se plaignaient de la marginalisation. Aujourd'hui, le littoral aussi se plaint de la marginalisation. Pas la même que celle des anglophones, mais une autre qui est beaucoup plus un remplacement, où les enfants du littoral sont en train d'être remplacés progressivement dans les institutions de représentation. L'Assemblée nationale, il y a très longtemps que ce mouvement de grand remplacement a commencé. Aujourd'hui, sur les 19 sièges que le chef de l'État a donnés au littoral, pour que les enfants du littoral désignent les représentants du littoral à l'Assemblée, eh bien, des forces extérieures ont manœuvré avec succès jusqu'à obtenir que sur les 19 sièges, 9 soient déjà occupés par des enfants qui ne sont pas des enfants du littoral, avec pour conséquence qu'il n'y a plus que 10 littoraliens à l'Assemblée au lieu de 19, et que d'autres régions deviennent plus représentées que ce qui n'est prévu. Il est prévu que l'Ouest a 25 sièges. Nous nous attendions à ce qu'il y ait 25 ressortissants de l'Ouest qui représentent les communautés de l'Ouest à l'Assemblée nationale, dans toute la diversité de l'Ouest qui constitue une partie essentielle de la richesse de notre pays. Mais aujourd'hui, les ressortissants de l'Ouest sont 36 à l'Assemblée. 25, le chef de l'État, conformément à l'article 150 du Code électoral, a donné à l'Ouest 25 sièges à l'Assemblée nationale qui doivent être occupés par les enfants de l'Ouest et qui sont effectivement occupés par les enfants de l'Ouest. Exactement comme il a donné 29 sièges à l'extrême nord pour que les enfants de l'extrême nord représentent les communautés de l'extrême nord. Et les 29 sièges de l'extrême nord sont occupés par les enfants de l'extrême nord. Ça n'a dérangé personne. Ça donne donc le sentiment que c'est comme cela qu'il faut faire. Les enfants de la Damawa, on leur a donné 10 sièges. Et ils sont 10 pour représenter les communautés de la Damawa. On n'a pas vu un seul nordiste descendre dans la Damawa pour venir prendre aux enfants de la Damawa un siège pour qu'eux ils deviennent 9 et le Nord augmente sa quantité. Le Nord a reçu 12 sièges du chef de l'État. Et ils sont 12 nordistes, autochtones du Nord. Il n'y a aucun tout pourri n'est assis à la place d'un nordiste. Aucun ressortissant d'une autre région n'est assis à la place d'un nordiste. Il en est de même de l'Est, à qui le chef de l'État a donné 11 sièges. J'entends les gens dire que on est combien? Est-ce qu'on a compté les gens de l'Est à qui on a donné 11 sièges? J'entends les gens dire que le littoral, c'est quelle superficie? L'Est est la région du Cameroun la plus vaste. Mais le chef de l'État, à qui le législateur a donné le pouvoir de donner les sièges, a donné à l'Est 11. L'Ouest, qui est un petit morceau du territoire comme ça, il a mis là-bas 25 sièges. Et tout le monde est d'accord. Ça se passe très bien. Sa propre région natale à lui-même, le Sud, qui n'est pas si petite que cela, il n'a mis que 11 sièges là-bas.
Personne n'a dit, oh, mais comment tu mets seulement 11 sièges chez toi? Tu aurais dû mettre 20 ou 30 ou 40. Il a mis 11. Et là-bas, toutes les 11 personnes qui sont assises sont des enfants du Sud pour représenter les peuples Boulou, les peuples Fang, les peuples Bassa, les peuples Batanga, etc., etc., c'est-à-dire les peuples autochtones de la région du Sud. Au Sud-Ouest, le chef de l'État a mis 15 sièges pour que les anglophones du Sud-Ouest soient représentés. Il n'y a aucun francophone là-bas qui est venu prendre un siège. Mais il n'y a pas non plus un homme du Nord-Ouest qui est descendu. Même comme ils sont tous anglophones, chacun est resté chez lui parce qu'au Nord-Ouest, le chef de l'État a mis 20 sièges. Et ça se passe très bien. Je n'entends aucune revendication de l'extrême nord qui se plaint que le nord est venu prendre ses sièges. Chacun est chez lui. Parce que chacun doit avoir une place. Et le chef de l'État a donné à chacun une place. Et je constate que partout, chacun respecte les places des autres. Sauf au littoral. Où j'entends dire que oui, mais les littoraliens, ils sont combien? On peut donc prendre leur place. Mais un proverbe lémande dit que ce n'est pas parce que la tortue marche lentement qu'elle n'a pas sa part. Elle marche lentement, mais elle doit avoir sa part. Le littoral, on lui a donné 19 sièges. Qu'est-ce que fait un anglophone sur les 19 sièges du littoral? Qu'est-ce que monsieur aussi fait là? Il est venu prendre un siège sur lequel un Daido ou un Akwa ou un Bonanjo devait s'asseoir pour représenter les peuples de Daido, le peuple de Bonambela ou les peuples de Bonanjo. Parce que le Sud-Ouest a 15 sièges. Et dans les 15 sièges-là, le Ndian, qui est le département de rattachement du député aussi, a ses 4 sièges. Ils sont occupés. Personne d'autre n'est venu nulle part ailleurs pour occuper ces sièges-là. Et monsieur aussi ne s'est pas plaint que dans le Ndian, pourquoi on ne retrouve pas un gars de l'Est. Mais lui, on le retrouve ici. Là où le chef de l'État a mis 3 sièges, dans la circonscription qu'on appelle Vouri-Centre, qui comprend Manoka et Douala Ier, 4 communautés. Les Balimba, les Bel, les Bonambela, les Daido. Voilà les communautés qui sont là-bas. Comme dans le Ndian, il y a des communautés qui sont même des communautés Sawa, mais qui sont là-bas. Personne n'est allé là-bas prendre un siège, mais les gens viennent de là-bas, ils viennent prendre des sièges. Résultat, il n'y a pas de Daido à l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a donné au Mungo 6 sièges en divisant par 2. Le Mungo Nord avec 3 sièges qui part de Mélon jusqu'à Loum pour permettre que les peuples de là-bas aussi s'entendent entre eux parce qu'ils dépassent 4, ils dépassent 3. Il y a Lembo et là-bas à Mélon, il y a 2 cantons. Il y a le canton Bo, mais il y a le canton Elon. Il y a les Bakaka, il y a les Baneka, qui sont les autochtones de Konsamba. Il y a les Manehas, qui sont les autochtones de Manjo. Il y a les Bakossi francophones, qui sont là-bas à Manjo. Il y a les Bonkeng, il y a les Bafo, à Loum. Il a mis 3 sièges. Que ces gens-là s'entendent entre eux,
qu'ils aient 3 personnes pour les représenter dans le grand rendez-vous de la représentation nationale. Parce que le Cameroun est un pays de communauté. Il est une nation qui est constituée, comme le professeur Owonangini dit, de micronationalités. Et que pour le Mungo Nord, les 3 là assurent la représentation de cette partie du territoire. D'où vient-il donc que il n'y ait aucun Bakwaka à l'Assemblée, aucun Bonken à l'Assemblée, aucun Bo à l'Assemblée, etc., etc. Et qu'on se retrouve sur les 3 sièges du Mungo Nord, 2 qui sont occupés par Simé Pierre, un compatriote qui vient de Bafang, Ngancham Louis Henry, un autre compatriote qui vient de l'Ouest, dans le Ndé. Sur 3 sièges qu'on a donnés au Mungo Nord, 2 sont occupés par des frères qui ressortent de l'Ouest, qui a déjà ses 20 sièges. L'Ouest Bamileke a 20 sièges, à raison de 4 dans le Bamboutos, 2 dans la Mifi, 2 dans le Ndé, 2 dans le Kouki, 2 dans les hauts plateaux, 2 dans le Honka, 5 dans la Ménois. Je constate, quand je regarde là-bas, je constate que personne n'est parti du Bamboutos pour venir prendre les sièges dans la Ménois. Pourtant, ils sont tous Bamileke. Personne n'est parti de la Ménois pour ajouter le nombre de Tchang à l'Assemblée en disant aux Banganté que vous êtes combien? Vous payez combien d'impôts? C'est nous les Tchang qui payons les impôts. On a nos 5 sièges, mais on va aussi prendre un chez vous, ou 2 même. Comme ça, il n'y a pas de Banganté à l'Assemblée. Il n'y a pas de ressortissants du Ndé. Personne n'a osé faire ça à l'Ouest. Et l'Ouest est tranquille. Elle se porte bien parce que les Banganté sont chez eux avec leurs 2 sièges. Les Mbouda sont chez eux avec leurs 4 sièges. Personne n'a traversé le fleuve Noun pour aller discuter les sièges des Bamoun et des Tikar, à qui le chef de l'État a donné 5 sièges. Chacun est chez lui et l'Ouest est bien. Mais tous les enfants de l'Ouest s'organisent pour augmenter le nombre de ressortissants de l'Ouest à la représentation nationale. Ils prennent 2 sièges dans le Mungo Nord. Ils ne sont plus 25 au total. 20 Bamileke, 5 Bamoun et Tikar. Ils sont maintenant 25 plus 2. Ça fait combien? Et ils descendent dans le Mungo Sud. À partir de Njombe Penja jusqu'à Dibombari. Là, le chef de l'État a mis 3 sièges pour que les ballons soient représentés. Les ballons peuple, Njombe Penja, Mbanga, Mombo. Pour que les Bankon qui sont à Bonalea soient représentés. Pour que les Pongo et les Bakoko du Mungo soient représentés. Il a mis 3 sièges. 2 de ces sièges sont occupés par Mbapte Jean-Baptiste et Ndjemeni Belnid. Ils représentent qui? Puisque les Pongo ne sont pas à l'Assemblée, puisque les Bakoko du Mungo ne sont pas à l'Assemblée, puisque les Bankon ne sont pas à l'Assemblée, puisque les Ballons ne sont pas à l'Assemblée. C'est-à-dire que tous les peuples du Mungo Sud ne sont pas à l'Assemblée. Ceux qui sont à l'Assemblée, c'est Madame Dissake, qui est d'Aïdo, mais qui est mariée. Et dans nos coutumes, quand tu te maries, tu pars dans la communauté de ton époux. Nous ne nous plaignons pas donc de Madame Dissake. Elle est notre épouse, mais elle vient de Daïdo. Et ce sont nos frères. Nous pouvons nous entendre
et nous représenter mutuellement les uns les autres. Mais Mbaté représente qui? Ndjemeni Belnid représente qui? Je n'ai pas dit, on dit que je ne les aime pas. Je ne suis pas dans l'amour. Je suis en train de demander qui il représente. S'il représente les Pongos, qu'on me dise que c'est Ndjemeni qui représente les Pongos. Parce que dès qu'on va me dire ça, je vais demander que il manque les Pongos, il manque les Bankos. Donc, ça fait, on était à 27 sièges, plus 2 encore. Ça fait combien? 29. J'arrive maintenant dans le Vouri. Bonabéry, c'est les belles. Il n'y a qu'un seul chef supérieur là-bas qui indique ce que l'État considère comme peuple autochtone. Parce que là où il y a les peuples autochtones, ils sont là avec leur chefferie traditionnelle. Il n'y a qu'un seul chef supérieur dans le canton à Bonabéry qui a un seul canton. Avec un seul chef supérieur et tous ses sujets, chefs de 3e degré, à Bonasama et ailleurs. Boudjongo, Sodiko, Bonendale, Djebale. Le représentant à l'Assemblée s'appelle Fanja Gabriel. Pourquoi? La question que je pose, c'est que Fanja Gabriel, qui vient du Nord Makombe, qui est Moya, il représente les belles. Pourquoi? Les belles, avant que Fanja ne soit là, c'était Edi Mondumbe Oscar, un enfant de Bonamikanou, qui était député des belles. D'où vient-il qu'on enlève Edi Mondumbe Oscar, qui est parti quand il était dans le SDF? C'est à ce moment qu'il représentait les belles. Quand il a quitté le SDF, il est parti dans le RDPC. C'est à ce moment qu'on l'a mis derrière pour prendre Fanja Gabriel et mettre Fanja pour que ce soit Fanja qui représente les belles. Ça fait 29 plus 1. Ils sont déjà à combien? À 30. Puis on s'en va dans le Vouri Est. C'est-à-dire Douala 3, canton Japoma et canton Bassa-Vouri. Et Douala 5, canton Bassa-Vouri et canton Akwa. Parce que le canton Akwa se trouve dans 2 communes. Commune de Douala 1er et la commune de Douala 5, dans ce que nous appelons Beladjedou. Avec Bonamou Sadi, Bonangang, Bangé, qui, hein? Quoi? Donc, le chef de l'État a mis 4 sièges là-bas pour que ces communautés qui sont là-bas soient aussi représentées à l'Assemblée. Les partis politiques qui, conformément à l'article 151 du Code électoral, sont chargés de mettre les candidats, alors que le Code électoral leur intime l'ordre de constituer les listes de candidats en tenant compte des composantes sociologiques. On n'a pas dit de tenir compte des halogènes. Le mot halogène n'est ni dans la Constitution, ni dans le Code électoral, ni dans le Code général des collectivités territoriales décentralisées. Ce sont mes adversaires politiques qui ajoutent ça là-dedans. En disant que les halogènes ont fait ci. Le problème n'est pas des halogènes. Le problème n'est pas que Douala est cosmopolite. Le mot cosmopolite n'est pas dans la Constitution, il n'est pas dans le Code électoral, il n'est pas dans le Code général des collectivités territoriales. Nulle part, on a dit que quand une localité est cosmopolite, on change les règles du jeu. Vouri Est, 4 sièges. Les élections se déroulent, eh bien, c'est Ngahan Isaac qui passe avec Ndongo, épouse Pokosi Doumbé, qui est Akwa. Ils sont tous deux du RDPC. Ngahan Isaac était la tête de liste, suivi de Ndongo Muntome. Puis,
Les 2 autres sièges sont partagés. Le PCRN de Cabral Libye gagne un siège. C'est Madame Hassana Moulu qui est assise sur le siège. Parce qu'elle était là. Cabral Libye, pour faire le fédéralisme communautaire bien, pour faire ça bien, pour qu'on voit, il a mis Moulu Hassana Labamoun pour être la tête de liste. Puis, l'autre siège, on a donné au SDF. La tête de liste, c'était Jean-Michel Nietzsche. Moralité et conséquence, 3 ressortissants de l'Ouest et un seul ressortissant de la circonscription. Et j'entends dire que on a fait comme ça parce que les Aquas, ils sont combien? Les Bassards du Vouri, ils sont combien? Les Bassards du Vouri ont 21 villages. On dit que c'est Ngahan Isaac et Nietzsche et Hassana qui doivent s'asseoir à leur siège à l'Assemblée. Ça fait 29 plus 3. Combien? 33 ou 32? 33. Puis, les mêmes qui ne sont pas encore rassasiés s'en vont dans le centre, dans le Fundi, où le chef de l'État a mis 7 sièges. Et Paul Éric Njongwe prend aussi un autre siège là-bas. Ça fait combien? Et je pose la question, ça va s'arrêter quand? Peut-être quand ils auront pris tous les 19 sièges du Vouri, du littoral, et puis ils vont prendre aussi les sièges du centre, et puis peut-être ils vont commencer à chercher à prendre les sièges du sud. Puisque la logique pour prendre les sièges, c'est qu'on s'auto-proclame plus grand payeur des impôts. C'est ce que j'entends là-dehors. Je suis donc revenu. Je suis déjà là. Je vais encore entendre quelqu'un qui va dire qu'il paye les impôts. C'est pour ça qu'il peut prendre les sièges. Vous ne partez pas prendre les sièges au nord, pourquoi? Vous ne payez pas plus d'impôts que les gens au nord. Donc nous sommes dans une situation où le littoral est en train d'être remplacé à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas seulement à l'Assemblée nationale. Parce qu'au Sénat, le chef de l'État a mis 10 sièges pour chaque région. Et il n'y a que le littoral où 3 des 10 sièges sont occupés. Parce que pour la même raison que j'ai dite tout à l'heure concernant Mme Dissake, je dis la même chose pour concernant Mme Yinda. Mme Yinda est du sud. Mais elle est mariée à Yinda qui est de la Sanaga maritime. Elle est donc devenue une femme de la Sanaga maritime. Nous l'accueillons conformément à nos us et coutumes. Je la lève donc du calcul. Il reste 3. Ngayap, Flambeau. Pierre Flambeau, Ngayap. Kechanga Célestin. Et Mangazan. Vous voyez, je ne me plains pas seulement des Bami. Parce que je me plains de Mangazan. Il représente qui dans le littoral? Mangazan représente qui? Si on veut donner un siège à Mangazan, on lui donne le siège chez lui dans le centre. Ça ne va poser aucun problème. Puisque dans tous ces sièges qu'on partage comme ça, ce n'est qu'au littoral qu'on partage les sièges. Et les gens qui occupent ces sièges, ils ne laissent pas l'argent du littoral dans les caisses du littoral. Ils prennent l'argent. 150 millions tous les 5 ans au minimum qu'ils encaissent. Je me bats pour que cet argent qui est destiné au littoral reste dans les poches des enfants du littoral. Pour qu'ils utilisent ça pour faire la politique dans leur région. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas une question d'amour, qu'on aime une communauté. J'aime tout le monde, mais je refuse que les gens nous mettent
dans l'injustice en utilisant les dysfonctionnements de notre système électoral. C'est pour ça que je suis allé à l'étranger. Parce que j'ai déjà commencé à parler de ça au Cameroun. Vous êtes au courant, rien n'est nouveau pour vous. Mais je veux une grande mobilisation des peuples du littoral pour qu'ensemble, les enfants qui sont à l'étranger et ceux qui sont dedans, qu'on élève les voix contre une injustice qui peut-être demain va donner des situations irréversibles. Comme nous sommes à peu près dans une situation irréversible au nord-ouest et au sud-ouest. Et je voudrais solennellement me réjouir de ce que, face à l'adversité unilatérale, parce que j'ai vu là que depuis que les Sawa des États-Unis m'ont invité et que les affiches ont circulé, il y a des esprits chagrins qui ont commencé à publier mes affiches en les barrant, en faisant toutes sortes de désordres autour d'une simple invitation pour recevoir. Où est le prix là? Bon, on vous a montré le prix tout à l'heure. Je n'ai pas vu les bêtiers en train de barrer mes affiches. Il faut que je le dise, parce que je vais barrer les affiches. Moi, je ne suis pas qu'on me gifle, je laisse. Je n'ai pas vu les Matas de l'Est ou les écangs d'une manière générale du centre-sud en train de s'opposer à mon voyage et barrer les affiches. Je n'ai vu aucun nordiste. Je n'ai vu aucun ressortissant de l'extrême nord. Peut-être que comme je viens de parler là, demain, les gens vont commencer à faire les faux profils en prenant les noms des ressortissants de tout pourri pour donner l'impression que tout le monde est adversaire de Limbi. Mais j'ai vu des gens autour d'une organisation nébuleuse qui n'a pas constaté qu'aucune autre organisation traditionnelle au Cameroun ne s'est intéressée à mon voyage. Je ne sais pas pourquoi le lac, qu'est-ce que le lac a bien fait dans mes choses. Comme il est donc venu. Il croyait qu'en terrorisant et les gens d'ici et les gens de l'extérieur, mon voyage va échouer. Mon voyage a réussi à 250%. Tout ce que les organisateurs avaient prévu, rien n'a été entravé. Il n'y a eu dans aucun endroit des États-Unis un commencement d'un mouvement quelconque d'hostilité. Ils ont mordu la poussière. Ils n'ont pas mordu la poussière pour rien. Ils ont mordu la poussière parce que les Camerounais n'acceptent pas ce type de comportement qui, hier, a conduit les gens à détruire le mobilier de la nation à l'étranger, les représentations diplomatiques. Quand je suis arrivé aux États-Unis, l'ambassadeur de notre pays aux États-Unis a cru bon de m'offrir l'hospitalité. Et il m'a fait visiter l'ambassade qui est entièrement rénovée. Si vous voyez l'ambassade, vous allez tous être fiers. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier monsieur l'ambassadeur des États-Unis qui n'a pas cru bon de céder aux sirènes des apprentis terroristes qui veulent amener la culture du terrorisme dans les affaires politiques du pays. Mais mieux, j'ai entendu dire que l'homme d'affaires Sawa qui a une salle de spectacle à Washington, Ngando, qui sera dorénavant boycotté parce qu'il a reçu le meeting qui n'était même pas un meeting, qui était en fait une soirée de collecte de fonds. Ngando n'a pas eu peur. Le 18, les gens sont venus du Canada, les gens sont venus d'autres villes des États-Unis et nous avons fait la fête et on a collecté l'argent
j'ai ramené l'argent que les populations, les enfants du littoral qui sont là-bas, mais pas seuls. Les Mbala étaient là. Mbarga s'est occupé de la représentation à l'ONU. C'est Mbarga, la fille du Nyong Eso, qui a travaillé pour que j'assiste à la session de l'ONU consacrée justement aux peuples autochtones, et qui était une session qui a mobilisé essentiellement les jeunes. C'était donc un double message, parce que nous sommes à une ère où il est question des jeunes et des femmes au Cameroun. Mais je vois comme si l'exemple vient plutôt de Washington. Donc, mon séjour aux États-Unis s'est passé comme les organisateurs ont voulu. C'est le lieu de remercier Maurice Tok, qui est un enfant d'un Konjok, qui est établi là-bas et qui a organisé ma visite à Miami pour que je voie comment l'argent des pays africains est détourné par les chefs d'État, les ministres et les enfants qui viennent acheter des yachts. J'ai vu des yachts là-bas. Si on vous montre un seul yacht comme ça, là, vous tombez une fois. Et une partie de la richesse africaine est là-bas. Ces voyages m'ont donc permis de comprendre que ce dont je parle déjà, ou je parlais déjà avant de partir, reste plus que jamais d'actualité. Notre pays a un problème de la qualité des hommes politiques qui dirigent. Quand vous entrez, vous voyez ces pays, vous comprenez qu'ils ne sont pas tombés du ciel. Ils sont le fait des dirigeants qui ont voulu que les choses soient ainsi. Et si nous avons ce que nous avons ici, avec le groupe électrogène qui parle là, c'est parce que nous avons des dirigeants qui veulent que les choses soient comme ça. C'est pour ça que je me bats pour qu'il y ait une nouvelle génération d'hommes politiques. Que vous soyez là, que vous veniez remplacer. Et j'ai demandé aux Sawa de là-bas de se préparer. Même si on a un seul élu, là où on l'aura, nous allons nous organiser pour que chaque année, des enfants du littoral aillent là-bas, faire un petit séjour, même de 2 semaines, aux frais des gens de là-bas, pour qu'ils voient et qu'on commence à préparer une nouvelle génération. Pas celle des gens comme Malapa, qui est maire et qui refuse de mettre les enfants de sa commune à la CNPS. Et les gens se taisent. Les gens travaillent. Ils font 30 ans. Ils prennent la retraite et ils retombent dans la détresse. Et lui, quand il décède, il vient faire les oraisons. Qui se prépare? Qui se prépare? Je vais faire la campagne sur lui. Contre lui. Et contre lui. Parce que c'est inadmissible. Je ne suis même pas sûr que dans d'autres parties du pays, les communes affichent 441 millions de francs d'impayés à la CNPS. Depuis que je parle de ça, il se balade partout avec l'aide de ses amis du gouvernement qui ne se lèvent pas pour venir voir de quoi il est question. On fait comme s'il n'y avait rien, comme si ce n'était pas un problème. Mais les gens sont en train d'aller à la retraite. L'épouse du secrétaire général du Ngondo est partie à la retraite, décédée, sans jamais toucher de pension. C'est de ça que moi je parle. Et des faits graves. Nous n'allons donc pas laisser que le pays continue à être géré par ce genre de personnes qui ne sont pas capables de se battre pour que la nourriture vienne d'en haut et que les petits qui sont en bas mangent aussi un peu. Vous avez la parole pour poser vos questions. Alors, chers amis journalistes, je vais prendre les 5 premières questions. Le propos était plus que liminaire. Vous avez entendu, nous sommes en politique.
Et j'attends de vous des questions pertinentes qui vont également attirer des réponses très pertinentes. Donc je vais prendre les premières questions. Vous connaissez la routine. Un journaliste se lève, se présente et pose sa question. Une seule question par journaliste, s'il vous plaît. Je prends les 5 premières. Diane. Oui, je m'appelle Alphonse Diane. Je travaille pour Page Jaune Online, un magazine international dont le siège est en Italie. Alors, monsieur... Donc le siège est où en Italie? En Italie, oui, c'est un Camerounais qui dirige ça. Ok. Alors, et ça va précisément. Monsieur Abel Elimi Lobé, est-ce que ce que vous avez commencé là, vous n'êtes pas déjà à la fin? Je le dis pourquoi? Parce que je pense que on dit en Douala ou en Pongo que maintenant que les Mpon ont déjà pris toute la place, ils ne rien cédé. Avec tous ces copinages que nous connaissons, les minuit, je ne voudrais pas vous donner, en dire plus que vous, parce que vous savez plus que moi. Mais il arrive que les Sawa se retrouvent dans des réunions avec les quais. Pour prendre que ce cas. Après les réunions... Quelles réunions? Les réunions pour l'argent? Non, oui, enfin, vous comprenez. Les tontines. Des tontines. Et tout ça. Et tout ça. Et c'est de là où tout passe. Est-ce que ce n'est pas bien de commencer à vous adresser dans ces chefferies qui encouragent même ces genres de choses? Et que ça, parler aux jeunes, pour moi, j'allais penser que ça ne pourra pas avoir les effets que vous escomptez parce qu'il faut commencer par la base, c'est-à-dire que ces papas qui sont là et qui ne veulent jamais partir. Maintenant, comment allons-nous faire? Je vous pose la question. Vous avez bien dit, moi-même, je vous prenais pour quelqu'un de très tribaliste. Je suis bien sur Dieu maintenant, ça je le dis. Mais comment allons-nous faire donc? Comment allez-vous faire pour que la barque, la soie, arrive là où vous voulez? J'ai peur que vous nous prêchiez dans le désert. Parce que moi, je suis votre parcours depuis que vous menez ce combat. Je n'ai vu aucune élite traditionnelle vous inviter à une conférence dans sa chaufferie. Est-ce que ce n'est pas déjà un pari perdu? Je me pose la question comme vous. Merci. Merci, Diane Alphonse. Deuxième question. Je prends 2. S'il n'y a pas de question, on va passer à la réponse. Non, mais il y a les câbles qui passent. Ah, d'accord. Non, c'est bon. Ça va. Bonsoir. Mon nom c'est Jules Epoa. Je travaille pour STV et je suis promoteur de ProximaInfo.net, un média en ligne. Alors, Monsieur Elimbi Lobé, vous parlez des, je peux dire ça ainsi, les envahisseurs qui sont entrés dans notre littoral. Est-ce que c'est eux le problème? Est-ce que le problème sont ces envahisseurs? Est-ce que c'est pas parce que nous on a laissé le vide et comme la nature a horreur du vide et ils ont envahi cet espace? Est-ce que c'est pas ça le problème? Et aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer à dire non, ils sont là, ils ont pris, au lieu de chercher à trouver des solutions pour ne plus laisser les vides? Vous parlez de ma sœur, Madame Pokorsi Doumbé, qui est députée à Douala 5e. Quand je regarde chez nous les Bonandela, en dehors de Madame Pokorsi Doumbé qui a pris ce risque pour dire je me présente et qui a été soutenue par les gens que vous connaissez bien, combien d'autres femmes de nos villages se sont levées et ont bénéficié de l'accompagnement du village? Vous-même, vous êtes une preuve. Aujourd'hui, vous êtes rentrés. Moi, j'ai coulé des larmes à l'aéroport parce que j'ai regardé derrière moi, je nous voyais. Et pourtant, c'est cette foule qu'on a peur. Les gens là ont peur de voir la foule. Quand on voit la foule, on va dire, hey, tiens, ce gars, il a les siens derrière lui. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut toujours pleurer ou chercher à trouver des solutions pour envahir l'espace? Merci. Merci.
S'il y a une autre question, on la prend. S'il n'y en a pas, Elimbi va répondre. La première question était celle d'Alphonse Djenet, de Page Jaune. C'est ça. Voilà. Il disait qu'on commençait les choses vers la fin, c'est-à-dire qu'Abel Elimbi Lebert, et que comment allons-nous faire? C'est-à-dire quand on parle ici, on parle de Kautal et de celui qui représente Kautal. Surtout que certains savoir, puisqu'il s'agit de vous, du moins des littoraliens, qui travaillent avec des Camerounais des autres communautés, particulièrement celle de l'Ouest. Il y a une chose qui est importante que j'aimerais dire ici, nous ne ferons pas de fixation aussi sur une communauté. Les exemples qui ont été pris, ce sont des faits réels. C'est pour ça que Limbi les a pris. Mais je ne veux pas que les journalistes fassent une fixation sur une communauté en particulier. Donc Abel, c'est un peu ça la question. Comment allons-nous faire face au fait que ceux qui sont supposés supporter les littoraliens et Kautal vont travailler avec d'autres communautés sans problème, ou du moins ont des alliances politiques avec d'autres personnes. Par ailleurs, ils sont dans des tontines. Ouais, petit bébé, où? Regardez dans mon sac à main là. Vous m'apportez le code électoral et le code général des collectivités territoriales et puis la constitution, c'est là-bas dedans. Les deux questions là, en réalité, oui, ça c'est déjà bien, mais il faut la constitution. Les deux questions là, en réalité, c'est la même préoccupation. Tout à fait. C'est la même préoccupation, c'est d'essayer de renverser un peu la charge de la preuve, comme on dit souvent. C'est-à-dire que oui, tout le monde dit oui, on a pris vos places, mais c'est parce que vous n'êtes pas là. C'est faux. C'est faux. D'abord, c'est 19 personnes. Venir ici, commencer à dire qu'il manque 19 littoraliens pour être sur les 19 sièges de députés. Et si un parti politique ne peut pas trouver 19 littoraliens, c'est qu'il n'a même pas de raison d'exister au littoral. Le Mungo Nord, c'est 3 sièges. Donnez-moi le nom d'un parti qui ne peut pas trouver 3 autochtones. On fait comme s'il faut une foule de gens pour qu'un bonquin ait sa place. Donc il n'y a pas... les partis qui fossoient, le principal, ce n'est pas les partis d'opposition, hein. C'est le RDPC. Là où tout le monde est. Là où tous les cadres de ce pays sont. Donc, le RDPC ne peut pas trouver un bonquin, un bakaka, un beau, un enfant de Manjo, un enfant de Konsamba, et je ne sais qui, pour former une liste de 3 personnes, 3 titulaires, 3 suppléants. Vous croyez à ça? Si on met Simé Pierre, on sait très bien qu'on est en train de mettre Simé Pierre en lieu et place de quelqu'un d'autre. Si nous obtenons maintenant que la loi dise que pour être candidat, il faut être autochtone, le RDPC va trouver 3 personnes. Il ne va pas ne pas mettre de liste. Si on n'avait pas dit, depuis 1996, que le président du conseil régional est un autochtone, on aurait utilisé les mêmes arguments pour mettre un halogène au conseil régional du littoral. En disant oui, mais on ne les voit pas, ils sont où? Comme on a dit que c'est un autochtone, on a vu. On a vu un Bassa. Demain, on va voir peut-être un Bakoko. Après, demain, on verra un Bankone, etc. Et ça ne gêne personne. Si on n'avait pas dit que le maire de la ville, dans l'article 276 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, si on n'avait pas dit là-dedans que le maire de la ville est l'article 276, ça c'est quoi? 246, ça. 246. L'article 246 du Code général est clair. Le maire de la ville, conseiller municipal d'une commune d'arrondissement de la dite communauté urbaine, est une personnalité autochtone de la région de rattachement de la communauté urbaine. Et bon, on n'a pas dit qu'il doit militer beaucoup.
On n'a pas dit que pour être maire de la ville, ta communauté doit être très militante. On a dit que pour être maire de la ville, il faut être un autochtone. Si c'est le RDPC qui est majoritaire au conseil dans la ville, c'est-à-dire que si c'est lui qui a le plus grand nombre de conseillers municipaux, il cherche un autochtone, il présente. Si c'est le SDF qui a le plus grand nombre de conseillers municipaux de la ville, il cherche un autochtone, il met. S'il n'a pas d'autochtone, il ne met personne. Si le SDF dans la ville de Douala, ou de Konsamba, ou de Deya, se retrouve avec tous ses conseillers qui sont halogènes, ce qui va se passer, c'est qu'il n'aura pas de président de conseil régional. C'est ça, non? Il n'aura pas de maire de la ville. C'est ça, non? C'est ce que le législateur dit. Le législateur n'a pas ouvert la porte aux spéculations. Que chacun vienne là-dedans juger les gens. Ouais, ils sont combien? Ils payent combien d'impôts? Vous avez entendu l'affaire des impôts ici? C'est vous qui mettez ça pour justifier des comportements de prédation. C'est pour ça que je te dis donc que non. Le problème, laissez les chefs traditionnels où ils sont. S'ils veulent, ils s'impliquent. Mais sachez que le chef de l'État a impliqué les chefs traditionnels dans le conseil régional. Il leur a réservé 20 sièges dans tout le Cameroun, dans chaque conseil régional. Les chefs traditionnels ont 20 sièges. Le chef de l'État n'a pas dit il faut les mettre, s'ils sont dynamiques, s'ils parlent, s'ils ne parlent pas. On n'a pas dit ça. Toutes ces considérations, c'est ceux qui ne veulent pas rester dans la lettre et l'esprit de la loi. Quand la Constitution de 96 dit dans son article 57 que le président du conseil régional est une personnalité autochtone de la région, on n'a pas dit qu'il faut que cette région ne soit pas cosmopolite. Parce que si elle est cosmopolite, on change. J'entends les gens dire, oui, mais le littoral est cosmopolite. Le législateur a fait quoi avoir avec les cosmopolites? Le législateur dit que chaque région doit être dirigée par ses autochtones. Il dit que chaque communauté urbaine doit être dirigée par ses autochtones. Et nous sommes en train de pousser pour que ce qu'il a dit dans l'article 151 du Code électoral soit dorénavant clairement bien interprété, parce que c'est là-dedans que se trouve le vice. Les mauvais, les acteurs politiques de mauvais augure font comme s'ils ne savent pas ce que c'est que composante sociologique. Depuis que je parle de ça, j'ai commencé à entendre les gens dire que ouais, mais composante sociologique ne veut pas dire autochtone. Ça veut dire quoi alors? J'entends les gens dire, ça veut dire les infirmes, les gens qui ne voient pas bien, les différents aveugles qu'il y a dans la localité, etc., etc. Non. Le législateur dit que, article 151, alinéa 1er, l'élection se fait au scrutin de liste sans vote préférentiel ni panachage. Je vous rappelle que nous sommes au titre 5. Dispositions spécifiques à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Alinéa 2. Chaque parti politique existant légalement et désireux de prendre part à l'élection dans une circonscription. Point. On n'a pas dit dans une circonscription qui est cosmopolite, qui n'est pas cosmopolite, où les gens militent beaucoup, où ils ne militent pas. Chaque parti politique présente une liste complète comportant autant de candidats choisis parmi ses membres qui a des sièges à pouvoir. Ça veut dire quelque chose de précis. Si tu as seulement la circonscription, c'est Mungo Sud, hein? Là où Mme Joker va se présenter, c'est 3 sièges. Si toi tu as 2, tu ne mets pas de liste. Point barre. C'est tout. On ne cherche pas à savoir si tu es très implanté. Yabassi, c'est 1 siège. D'accord? Le CAM, c'est 1 siège. Titulaire et suppléant. S'il te manque le suppléant, ta liste tombe. Elle ne passe pas. Quel est ce pays où les gens peuvent se permettre de relativiser les textes qui fondent la cohésion sociale sur des mobiles fallacieux qu'ils imaginent pour justifier leur culture de prédation? Et dans l'alinéa 3, le législateur est clair.
La constitution de chaque liste de candidats doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée. Elle doit en outre tenir compte du genre. Pourquoi tout le monde comprend ce que c'est que le genre? On dit que ça doit tenir compte du genre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu présentes une liste avec les hommes seulement, elle ne passe pas. On ne cherche pas à savoir s'il manque les femmes dans votre... Vous allez présenter une liste et vous allez dire qu'on n'a pas mis les femmes parce qu'on ne voit pas les femmes. Hein? Elles ne militent pas. Elles sont où? C'est quel discours ça? Si les femmes ne militent pas dans votre parti, vous ne présentez pas de liste. Et le parti qui s'organise pour avoir les femmes en son sein va présenter les listes. Il faut qu'on apprenne à respecter les lois de ce pays. Le premier président de la Cour suprême, dernièrement dans l'installation du procureur général, il a parlé de cette affaire en disant que le Cameroun est un état de droit, il doit le demeurer. Nous devons respecter les lois que nous nous fixons. On n'a pas dit ici que la composante sociologique, si le pays, la circonscription est cosmopolite, il faut mettre les halogènes. On est en train de dire que si tu veux être candidat à l'élection législative, tu pars être candidat là où tu es composante sociologique. Tout le monde sait ce que c'est. Et si les gens ne veulent donc pas savoir, nous allons attaquer au tribunal administratif, conformément à l'article 171, et au Conseil constitutionnel, conformément à l'article 151, toutes les listes qui seront faites et que nous allons estimer qu'elles n'ont pas respecté les dispositions. Pour que le législateur soit bien compris et définitivement, parce que je me souviens que c'était comme ça à l'époque, hein, en 2007. Parce qu'on vient de loin, hein, surtout les femmes là. Ce qu'on dit, la tenir compte du genre, ce n'est pas aujourd'hui qu'on dit ça, c'est depuis 90. Et on faisait des listes, il n'y avait pas de femmes, ou alors on mettait les femmes en suppléance, et les listes passaient. Jusqu'en 2007, quand Avouri Est, le RDPC a attaqué la liste de l'UNDP, en disant que l'UNDP n'avait pas mis de femmes. À ce moment, c'était encore Dipanda Mwele qui était président de la Cour suprême, qui siégeait en lieu et place du Conseil constitutionnel. On a amené l'UNDP à la barre. On lui a demandé, tu as mis les femmes? Ils ont dit, mais oui, les femmes sont là. Elles sont où? Mais les voici en suppléance. Et Dipanda dit, mais qui vous a dit de les mettre en suppléance? Le législateur dit de tenir compte du genre, c'est pour qu'elles puissent aussi être députées. Si vous les mettez en suppléance, ça veut dire que vous ne voulez pas qu'elles soient... Et il a cassé la liste de l'UNDP. C'est depuis ce jour-là que nous tous, nous avons appris que quand on parle du genre, il s'agit de les mettre là où elles peuvent aussi être. On va faire la même chose et tout le monde comprendra que Vouri Centre, ce sont les belles, les Bonambela, les Daido et les Balimba. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Tout le monde comprendra que les Vouri Ouest, Bonaberi, c'est les belles, ce n'est pas les Bamileke. Et vous allez voir la bataille qu'il y aura à Douala 2. Parce que Douala 2, c'est le canton Ben, qui est devenu comme un no man's land, n'est-ce pas? Tout le monde a chacun son village, sauf Douala 2. On fait comme si Douala 2 n'appartient à rien. C'est là comme ça. Et on dit que oh, c'est les Banganté. Si tu n'es pas Banganté, tu ne passes pas. On va voir. On va voir. C'est ça que je suis parti faire là-bas pour revenir ici, continuer maintenant la lutte sur le terrain. Je cherche l'argent pour aider les listes de 100% autochtones. Je n'aime bien partout où les autochtones vont se lever, je vais les soutenir. Ce n'est pas les partis politiques. Même, je peux même créer un parti politique tout de suite. Donc ce n'est pas les partis politiques qui manquent. Ce n'est pas les partis politiques qui manquent. Bon, moi je pense que vous devez boire. Parce que le reste là, on a déjà parlé de ça plusieurs fois. Sauf si... Je vais prendre une dernière question et je vais demander l'indulgence de... Je termine sur cette affaire en disant qu'on fait comment? 3 choses. La première chose, c'est que dans le pays,
il y a une communauté qui estime qu'elle peut imposer ses vues aux autres, en considérant qu'elle est très bien représentée dans les listes électorales, et comme c'est la démocratie, ça sera donc la démocratie du nombre. Mais le ministre Esso avait mis en garde contre la démocratie du monde. Lorsque Jean de Dieu Momo est devenu ministre, il a organisé la fête pour remercier Paul Biya de l'avoir nommé ministre. Et c'est Esso qui était venu représenter Paul Biya à cette fête. Il a mis en garde contre la démocratie du nombre. Les gens qui pensent que, comme notre communauté est nombreuse, c'est nous qui allons décider si Nyamsi peut être député. Si nous on décide que Nyamsi ne sera pas député, il ne sera pas député ici, parce que c'est nous les plus nombreux. Je vais être candidat dans le Mungo. Vous allez voir. Personne ne va décider de mon sort en lieu et place des enfants du Mungo. C'est eux qui vont décider. Donc, appelez les enfants autochtones du littoral à s'inscrire sur les listes électorales. Que chacun, dans chaque village, tous ceux qui sont de bonne foi, qui veulent que le littoral soit représenté par lui-même et que le littoral gère lui-même ses affaires publiques, comme l'extrême nord gère elle-même ses affaires publiques, comme l'ouest gère elle-même ses affaires publiques, et j'en passe. Si vous le voulez, nous sommes encore sur le terrain démocratique. C'est le moment de vous mobiliser. Parce que demain, n'importe quel fou peut nous amener dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est comme ça que ça a commencé. Ils se plaignaient et on disait, mais vous vous plaignez pourquoi? Maintenant, on ne dit plus ça. Il n'y a plus personne au Cameroun qui ose dire que oui, les anglophones se plaignent. Pourquoi? Tout le monde a compris pourquoi ils se plaignent. Ils se plaignent parce qu'on les a confinés au rang de second, éternel second. C'est pour ça qu'ils se plaignent. Nous aussi, nous sommes en train de nous plaindre qu'on s'organise sous le prétexte de transformer l'exode rural en un outil politique. L'exode rural, qui est un malheur. Je suis né dans ce pays, j'ai trouvé à Yidjo. Il parle déjà contre l'exode rural. Je ne savais pas qu'un jour, les gens allaient transformer l'exode rural en un levier. Plus vous désertez vos régions, vous venez au littoral, plus le littoral est susceptible d'être entre vos mains. C'est ça? Eh bien, nous allons recadrer les choses. Tout le monde sera ici. Nous allons préserver les droits constitutionnels, la liberté de se déplacer et de s'installer où chacun veut. Mais nous allons affirmer la préservation des droits des populations autochtones à l'autodétermination. Ça a déjà commencé. Ce n'est pas Elimbi qui a mis ça dans la Constitution. L'article 57, l'article 246 que je viens de lire, qui parle du maire de la ville. Nous avons obtenu ça en 2019. On n'a pas voulu savoir s'il y a trop de Bami dans la ville de Douala. On a dit que si tu n'es pas autochtone, tu ne peux pas être maire de la ville de Douala, ni de Konsamba, où les gens disent que c'est eux qui sont les plus nombreux. Vous êtes les plus nombreux en Konsamba, mais vous ne pouvez pas être maire de Konsamba. On va donc aller vers plus de précision encore au niveau des communes tout court et des communes d'arrondissement. Parce que si vous ne voulez pas comprendre ce que c'est que composante sociologique, eh bien, nous allons faire tout pour que le langage du législateur soit beaucoup plus simple encore. Qui disent que pour être conseiller municipal, il faut être autochtone de la région de rattachement. C'est terminé. Quand il va dire ça, je vais encore voir comment les gens vont dire ah, nous sommes les plus nombreux ici. Le Cameroun a besoin de tous ses enfants. Et la bataille, c'est que chacun ait une place. Que chacun reste à sa place et que personne n'essaye de prendre la place des autres. Sous aucun prétexte. La démographie ne peut pas être un prétexte qui nous plonge dans des risques de la guerre civile. Je vous remercie. Dicalo a une question. Oui. Le partenaire, une dernière question très courte et une réponse tout aussi courte, s'il vous plaît. Assez rapide. Dicalo, c'est notre partenaire média. S'il y a une question à poser. Oui, s'il y a une question à poser, posez une question rapidement. Et Limbi Lebeba, c'est bon? Vous n'avez plus de questions à poser. Alors sur ce, mesdames et messieurs des médias, je vous remercie. Je pense que vous avez été abreuvé à la bonne source. Vous avez beaucoup d'éléments médias. Voilà, nous avons d'autres articulations, nous allons continuer. Et j'aimerais que les journalistes
hein, se regroupent autour de Joséphine. Elle va se présenter et je viens vous voir.